Salut à tous, cette semaine je vous retrouve pour vous parler d'un format de GN que nous connaissons très bien à Time Freeze pour en avoir organisé un pendant de nombreuses années. Il s'agit du MASLARP. Pour certains il s'agit de la forme ultime du GN, pour d'autres c'est une horreur sans nom, mais adoré ou détesté, il ne laisse personne indifférent. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter ces concepts fondamentaux, ses particularités et présenter quelques exemples significatifs qui le représentent bien. Le format MASLARP est souvent victime de beaucoup d'idées préconçues et d'incompréhensions. On va donc essayer de démystifier un peu tout ça. C'est parti! Tout d'abord, qu'entend-on par MASLARP ou GN de masse en français? Eh bien, c'est un format géant, donc, comme son nom l'indique, qui implique un très grand nombre de participants. De plus, ce type de jeu est généralement plus long que ses homologues standards, tout simplement parce que vu l'ampleur de la logistique nécessaire à mettre en place, eh bien seulement 2 jours de jeu paraît un peu du gaspillage. On parle donc d'événements regroupant de 500 à plusieurs milliers de participants et se déroulant sur 4 à 8 jours. Les joueurs vont généralement être organisés en groupe et logés sous tente, même si certains de ces événements proposent quelques bâtiments en dur. Ces jeux vont souvent, et même quasiment tout le temps, être organisés en été, pour profiter des beaux jours et des vacances. Et en fait, il est quasiment possible de passer l'intégralité de votre mois de juillet et août en jeu de rôle grandeur nature, juste avec les exemples que nous allons vous donner en fin de vidéo. Mais bon, tout ça ce sont des points très généraux et des chiffres un peu vagues, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils impliquent. Tout d'abord, il sera impossible pour l'organisation de connaître tout le monde et de savoir ce que font tous les joueurs. Ils vont donc prévoir du scénario pour des groupes et non pour des individus. Ils vont souvent laisser les joueurs créer et gérer leurs personnages eux-mêmes parce que, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience pendant 4 ans, imprimer 800 fiches de perso et remplir 800 petites enveloppes de petits matériels pour les joueurs, je peux vous le dire officiellement, c'est un vrai cauchemar. Le revers de la médaille, c'est que généralement, on va lui reprocher de manquer de scénario, de manquer de roleplay, de ne pas inciter au jeu. Il n'y a pas de belles histoires centrées autour de votre personnage ou de grande intensité dramatique comme on peut la trouver dans des événements de plus petite envergure. Les plus grands détracteurs vous diront que le MASLARP n'est qu'en fait qu'une grande foire à la saucisse en costume sans intérêt particulier. Mais alors pourquoi faire du MASLARP? Eh bien, la première raison c'est... Et oui, le premier intérêt du MASLARP, c'est la grande bataille épique. C'est le seul endroit où vous pourrez enfiler armes et armures et vous intégrer à une ligne de boucliers de 200 personnes et voir des mouvements de troupes de centaines de fantassins dans une plaine, participer à des combats comme vous avez pu en voir dans des films ou des séries épiques. C'est vraiment une expérience qu'il faut vivre pour comprendre exactement ce que ça fait. Cependant, il est très réducteur de limiter la proposition de ce genre de GN à la seule baston. Si le combat n'est pas du tout votre tasse de thé, le GN géant offre aussi toute une série d'autres aspects qui peuvent vous intéresser. Alors passons ça en revue. Les joueurs étant très nombreux, ils vont évidemment être organisés en groupes, comme on l'a déjà dit, que ce soit des factions, des nations, des guildes, et chacun de ces groupes sera un prétexte à organiser un campement. Et au sein de ces camps, pour simuler la vie du camp, tout peut être un prétexte à un personnage, que ce soit la cuisine, la forge, l'alchimie, tous les rôles de diplomatie, de commerce, offrent de très nombreuses possibilités de personnages à incarner. Un GN de masse est même considéré par beaucoup comme une semaine de vacances, puisqu'il permet un dépaysement très fort, une sorte d'expérience de camping avancé avec un contexte imaginaire et du roleplay en plus. Et on peut même le faire en famille, puisque certains GN de masse acceptent les enfants. Même dans les MASLARP qui sont fortement orientés vers le combat, il existe généralement une économie et une diplomatie entre les différents groupes de personnages. Et ça peut être l'occasion de grands moments de négociation et de roleplay. Parfois, de véritables administrations politiques se mettent en place.
Et de vrais villages, voire villes, s'organisent avec leurs magistrats, leurs commerçants, leurs artisans, leurs diplomates, leurs milices, et j'en passe et des meilleurs. Quel que soit votre centre d'intérêt, il y a souvent moyen de lui trouver une place dans un MassLARP. Les expériences de GN de masse sont aussi généralement propices à une très grande immersion dans le jeu, puisque le nombre de participants, la masse de personnes, donne du concret, donne du corps à l'univers qui est mis en place. Les centaines de personnes présentes autour de vous sont tous les figurants de votre histoire, comme vous êtes un figurant dans leur histoire à eux. Cependant, ce sentiment d'immersion est fortement dépendant de l'investissement de chacun. Ça ne marche que si la majorité des participants s'investissent et acceptent de privilégier le jeu et de maintenir un roleplay permanent. Parce que si vous entrez dans une auberge pour venir y rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un scénario et que tous les gens qui sont présents à l'intérieur sont en train de danser la Macarena, tout de suite, côté immersion, c'est mal barré. Et donc chacun doit être responsable de son propre plaisir, mais aussi un peu du plaisir des autres. Et ici vient l'une des principales conclusions à tirer de tout ceci, c'est qu'un MassLARP ne pourra jamais être meilleur que ses joueurs. Un MassLARP raté, c'est un GN où une majorité des joueurs se détournent du jeu. Pour qu'un MassLARP soit réussi, il faut une communauté unie autour d'un projet commun qui accepte de s'investir et d'en être les acteurs. Une organisation de MassLARP ne peut pas tout contrôler, c'est tout simplement impossible. Le rôle ici, et attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas une très grande responsabilité, mais le rôle est de créer un cadre qui sera propice au développement des joueurs. Mais chacune des organisations des grands MassLARP qui fonctionnent à ce jour sont des organisations qui ont trouvé des ficelles qui permettent de lancer du jeu et de laisser les joueurs se l'approprier et construire autour de ça. Quant à vous les joueurs, il faut accepter de remplir votre part du contrat en allant dans le sens de ce que propose l'organisation. Si ce que propose l'orga en question ne vous intéresse pas, n'allez pas à l'événement. Ça ne sert à rien de venir pour essayer de créer votre propre jeu dans le jeu. Ça ne marchera pas. Pour illustrer un peu tout ça, je vais prendre 5 exemples de MassLARP qui fonctionnent toujours à ce jour et qui rencontrent un succès considérable, chacun avec ses petites particularités. Et commençons ici en Belgique, où l'aventure MassLARP a commencé en 2001, quand la fédération belge Bilarp décide d'organiser un GN de masse, qui s'appellera Avatar, et qui est pensé un peu comme une sorte de grand festival du GN. Il permet depuis 20 ans aux joueurs belges de se retrouver une fois l'an, et au plus fort de son succès, il a atteint à peu près 1500 participants. Le jeu se déroule dans le monde du rêve, ce qui permet aux joueurs d'importer des personnages fétiches qu'ils interprètent dans d'autres plus petits GN durant l'année. Le scénario proposé par l'orga à l'époque était assez minimaliste et mettait en scène la lutte entre le maître des rêves et le maître des cauchemars. Mais la majorité du scénario était interne aux guildes et aux factions, et en fait chaque faction de joueurs avait en son sein un scénariste qui proposait du scénario à l'organisation pour animer son propre groupe. Ce qui fait que chaque groupe avait son scénario à lui et tous les joueurs pouvaient être investis dans une quête ou une histoire. Par contre, ça manquait un peu de fédération et d'implication multigroupe dans ce type de scénario. Le jeu était également axé sur des batailles de relativement grande ampleur, avec un point culminant, une grande bataille le dimanche matin impliquant toutes les factions et avec un enjeu remporté par la faction victorieuse pour l'événement suivant. En 2010, lors du 10e opus de l'événement, la formule bat un peu de l'aile. L'aspect festival a pris le pas sur l'aspect GN et beaucoup de gens commencent à rêver d'un jeu plus immersif avec plus de scénarios, plus d'univers, quelque chose d'un petit peu plus écrit et plus cohérent. Depuis 2014 d'ailleurs, Avatar ayant continué, ils ont changé leur formule pour revenir à un jeu plus orienté sur le roleplay. Mais en 2010 donc, quelques joueurs décident de créer un nouveau jeu qui corresponde plus à leurs attentes. Et c'est ainsi qu'une équipe va se monter, un monde va être créé, du scénario va être écrit, et en été 2011, en juillet 2011, est créé Ragnarok. Ici, l'objectif ambitieux était de créer un univers cohérent et détaillé, avec de nombreux éléments de background à découvrir, et du scénario impliquant tous les groupes. Suscite donc l'installation de cette ville avec les camps des différentes nations autour d'elle. Pour animer cette ville, Ragnarok disposait d'un groupe d'une centaine de personnages non joueurs, plus une centaine de monstres pour tout ce qui était scénario hors de la ville et bataille contre les joueurs. Comme pour Avatar, l'astuce consiste à créer des petits scénarios simples qui vont générer des antagonismes entre les différentes nations. Les PNJ, quant à eux, servent de catalyseurs et d'orienteurs
pour le jeu, pour permettre à l'organisation qui supervise le tout d'orienter l'action dans une direction ou une autre. Mais quittons un peu le plat pays pour aller voir nos voisins français où s'organise Candoria depuis la même année que Ragnarok et sur un modèle à peu près similaire. Plus de 2000 participants se retrouvent dans le département de Maine-et-Loire pour partir à la découverte d'une île, l'île de Candoria. Un point intéressant à remarquer ici, c'est que Candoria propose une formule intéressante de découverte du GN. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire par petits groupes pour une demi-journée d'animation qui a lieu pendant l'événement principal. Et donc vous allez être accueillis, vous allez être équipé d'un costume si vous n'en avez pas, et vous allez être lâché dans le jeu des 2000 autres participants pour résoudre une enquête qui va vous prendre l'après-midi. Une idée qui me paraît très intéressante pour ouvrir la connaissance du GN à tout un chacun et donner un accès simple dans un cadre qui, pour le coup, est assez impressionnant. Vous allez avoir votre petite initiation simple, mais au milieu d'un décorum, au milieu d'un nombre de personnes qui va vous donner déjà une meilleure impression de ce qu'est un GN réel, plutôt qu'une animation de découverte qui se limite à 10 personnes. Passons maintenant au très gros poisson avec Bicoline, qui se situe juste à côté du parc de la Mauricie au Québec. Ici, nous parlons de plus de 3000 participants et d'une organisation qui a des moyens d'une toute autre ampleur. Le Duché de Bicoline, c'est un site permanent de 140 hectares, rien que ça, sur lequel de nombreux bâtiments en dur ont été construits au fil des années par l'organisation et par des groupements de joueurs. Plusieurs événements sont organisés durant l'année, tavernes, campagnes militaires, bals et activités pour enfants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'attraction principale, la bataille de Bicoline. Ce jeu a lieu au mois d'août pendant 7 jours qui consistent en 3 batailles de grande ampleur, des tournois, des guildes, des concerts et de la vie de camp. Un événement incroyable dont on vous reparlera très bientôt. Et pour finir, le monstre, Conquest of Mythodaire. Conquest est un jeu allemand organisé près d'Hanovre qui dure 5 jours et est orienté principalement sur le combat. Ce qui le sort du lot par contre, c'est qu'il regroupe plus de 8000 participants, ce qui en fait l'un des plus grands GN du monde. Il s'agit bien sûr d'une organisation professionnelle qui chaque année engage 1500 personnages non joueurs pour animer leur jeu. Et ce sont également des centaines de lignes scénaristiques qui sont écrites ayant plus ou moins toutes pour but de permettre aux joueurs de découvrir secrets, objets magiques et alliés qui leur donneront une chance de survie dans les plus grandes batailles d'Europe contre des armées de monstres et de morts-vivants. Une expérience unique en son genre. Avant de vous laisser, je peux vous confirmer que nous allons organiser une session Time Freeze Live sur la plateforme Twitch le 19 mars prochain, de 20 à 21h, et on espère vous y voir nombreux. Nous avons quelques projets à vous présenter et besoin de votre aide pour essayer de constituer une liste la plus exhaustive possible des événements de GN qui s'organisent en 2020. On voudrait vraiment essayer de reconstruire un calendrier de ces événements pour pouvoir le partager avec toute la communauté. Donc, notez la date, save the date, 19 mars. On espère vous retrouver tous sur Twitch avec nous. Et pour conclure, je voudrais remercier particulièrement Broken Tail qui nous a fourni beaucoup des images que vous avez pu voir dans cette vidéo, ainsi que la musique. Vous trouverez le lien vers leur chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Allez y jeter un coup d'œil, il y a de superbes images de Candoria et de Conquest, et peut-être que leur musique vous intéressera pour un de vos projets. Merci bien sûr aussi à Candoria, Conquest, Bicoline qui ont immédiatement accepté qu'on utilise des images de leurs événements, ce qui est vraiment sympa à eux. Et sur ce, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!